bonsoir. Téléspectateurs de Mandé TV, merci de votre fidélité. Heureuse de vous retrouver sur le plateau Réflexion politique. Réflexion politique, le plateau sur lequel, vous le savez, avec mes invités, nous voulons répondre le plus que possible aux questions que vous vous posez, à vos réflexions, éclaircir la lanterne du citoyen est l'objectif principal de ce plateau. Le 16 septembre 2023, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont signé la charte du Liptako Gourmand, instituant ainsi l'Alliance des États du Sahel qui a pour objectif principal d'établir une architecture de défense collective et d'assistance. Elle a également une vision allant au-delà de la sécurité, visant l'indépendance économique et l'intégrité des États. Quel changement géopolitique dans la sous-région par la création de cette nouvelle alliance et surtout quels sont les défis à relever sont autant de questions que vous vous posez sûrement mais que nous nous posons sur le plateau de Mandé TV, d'où notre thème de réflexion aujourd'hui, quels sont les enjeux de l'AES. Pour pousser la réflexion, téléspectateurs de Mandé TV, j'ai le plaisir de recevoir sur mon plateau, encore une fois, Monsieur Cheikh Fanta Madi Traoré. Il est économiste et surtout analyste financier, consultant, gérant associé du cabinet FIBA Africa Consulting. Monsieur Traoré, bonjour. Bonjour Fadima, comment vous allez? Bienvenue sur le plateau. Merci. Pour encore une fois pousser la réflexion. Merci, c'est un plaisir pour moi d'être à nouveau avec vous sur le plateau de Mandé TV. Partagez. Je salue les téléspectateurs. Merci bien, merci bien. J'ai le plaisir également de recevoir comme second invité Dr Alpha Aladi Koina. Il est docteur en géopolitique et relations internationales et aussi il donne des cours à des facultés ici dans la capitale bamakoise. Docteur Koïda, bonjour. Bonjour Fadima. Encore une fois, bien pousser la réflexion. Toujours un plaisir sur le plateau de Mandé TV. Soyez la bienvenue. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, on a compris, le thème il est assez parlant, assez criant. Tout de suite c'est un débat, on entend partout sur les plateaux, les radios. Aujourd'hui, c'est le sujet où on se pose des questions. Cette alliance, qu'est-ce qu'elle fera de plus que les autres, de moins que les autres? Quelle force, quelle capacité, surtout financière, et comment elle va se matérialiser concrètement? Avant cela, j'aimerais bien vous demander, suite à ce chamboulement, forcément il y a un chamboulement stratégique, chamboulement géopolitique dans le Sahel, depuis surtout ces 3 dernières années. Quelle analyse vous faites de cela? Merci beaucoup Fadima pour cette question. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que vous êtes déjà allé aux 3 dernières années, et c'est malheureusement, ces dernières années, on est un peu tenté de rester, d'analyser les phénomènes dans l'immédiat, en fait, en essayant de voir seulement 1 mois, 2 mois. Mais vous êtes déjà allé à 3 ans. D'accord. En fait, ma pensée allait un petit peu trop loin, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'est que de toutes les façons, dans tout changement, on doit toujours essayer de voir le contexte. Donc, d'élargir un peu. Moi, peut-être bien, en fait, pour ce changement-là, moi, je vais même aller jusqu'en 2012. Ouais. Peut-être bien qu'il y a certaines qui vont dire, en fait, ils vont aller encore au-delà. Mais ce qui est très intéressant, en fait, c'est d'avoir un peu poussé la réflexion sur les 3 dernières années. Et parce que déjà, en fait, on n'a plus besoin aujourd'hui de rappeler le changement que le Sahel a subi depuis 2012 avec la crise au nord et après au centre du Mali. Et après, on a vu un peu les groupes extrémistes qui ont d'une manière attaqué tous les 3 pays de 2015 à maintenant. Et ces 3 dernières années, on a vu aussi qu'en fait les changements un peu politiques se sont instaurés. Exactement. Mais en essayant de voir un peu les changements politiques, le plus souvent, en fait, certains se limitent à ces changements politiques. Mais qu'est-ce qui a amené ces changements politiques? C'est là la vraie question. C'est la crise sécuritaire d'une manière qui a amené ces changements politiques. Et cette crise sécuritaire, en réalité, est aussi une crise dans certains pays politiques, en fait, en réalité. Parce que
d'un côté, on a vu un peu la crise sécuritaire, on a vu un peu des mécontentements, par exemple au Mali, et après on a vu en fait c'est qu'au Burkina Faso, c'était la même chose, et on a vu que en fait de l'autre côté, au Niger, la position avec Bazoum était un peu conflictuelle avec les autres États du Sahel. Donc il fallait à un moment donné essayer de voir comment est-ce que mettre de l'ordre dans tous ces bazars. Et malheureusement, on a vu en fait quand même que la situation c'est compliqué. Par exemple au Mali, si on essaie de voir les trois États du Sahel aujourd'hui, on a vu que dès 2020 en fait il y a eu des coups d'État, mais ces coups d'État d'une manière c'était pratiquement à la crise politique qui venait en fait qui s'installait un peu dans le pays. Et ce qui s'est passé au Burkina Faso aussi, c'était pratiquement pareil. Mais tout cela un peu était lié un peu à la crise sécuritaire. Et donc aujourd'hui, quand on essaie de voir que ce soit au Mali, que ce soit au Burkina Faso, le dénominateur commun, ce sont les groupes extrémistes religieux qui, d'une manière, tuent au nom d'une certaine, en fait, c'est bon, sous la couverture de la religion, même si on parle au fond, en réalité, c'est loin de la religion en tant que telle. Mais en fait, ceci étant dit, il fallait d'une manière essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution. Et d'abord, en fait, la première solution la première recette qui est venue, c'était un peu les partenariats avec certains États. Et donc, ces partenariats, on l'a essayé à un moment donné. Il y avait les partenaires internationaux qui étaient là, et puis il y avait des partenaires occidentaux aussi qui étaient là. Et malheureusement, en fait, cela a donné certains fruits, mais c'était pas un peu escompté à ce qu'on attendait. Donc, à un moment donné, il y avait eu certains qui se sont dit, bon, d'une manière, il fallait un peu essayer de voir si on pouvait échanger un peu de recettes, peut-être bien pour essayer de voir si cela pourrait amener un certain changement. C'est pour cela qu'au jour d'aujourd'hui, on se trouve dans une autre situation où les partenariats commencent un peu à changer, mais en fait, je sais pas, en fait, peut-être bien qu'on aura l'occasion d'échanger de cela, mais tout cela, en fait, c'est que si on essaie de voir un peu la situation actuelle est aujourd'hui un peu répond un peu à tout ce qui s'est passé dans la première décennie, en fait dans la dernière décennie. Ouais. D'accord. Mais quand je parle de chamboulement au niveau du Sahel, je pense que on voit aujourd'hui cette communication de manière intense sur les États, l'alliance des États du Sahel. Mais on n'oublie pas aussi que la République de Guinée, ils ont eu un coup d'État chez eux. Bien vrai que la situation sécuritaire n'est pas comparable à ce qu'on vit actuellement. La Côte d'Ivoire aussi qui est là, l'impact peut-être à ce niveau-là. Je ne sais pas, Traoré, vous, en tant qu'économiste, évidemment, vous regardez tout ça. Parce que quand on parle d'économie, on parle aussi de la société. Traoré, votre regard par rapport à cela? Ok, merci Fadima pour la question. Bon, tout d'abord, je retire effectivement mes salutations à l'endroit effectivement de vos téléspectateurs. Ce sujet est un sujet quand même très important à tous les niveaux, politiques, économiques, dans le public, et même souvent certaines personnes qui n'ont aucune notion, je dirais, de politique en discutent. Mais déjà, ce qui est intéressant, qu'il faut retenir, le fait de parler de l'AES, déjà, ça veut dire que les États africains qui sont concernés ont décidé de prendre en charge la recherche de solutions à leur seul niveau. Vous savez que nous sommes des pays des anciennes colonies et toujours est-il dit qu'effectivement nous avons des partenariats avec les anciens colonisateurs et certaines institutions internationales qui interviennent dans nos affaires internes. En tout cas, de vue pour la première fois, je vois qu'à la recherche de solutions, les pays africains, c'est-à-dire 3 pays, se sont mis ensemble pour trouver une solution aux problèmes qui se posent à nous. Déjà, je pense que ça fera tache d'huile. Et il est clair que, comme l'a dit le docteur tout à l'heure, bon, en parlant effectivement de la crise que notre pays a connue, que nous vivons actuellement, c'était d'abord au Mali. Après, tous les 2 États ont connu effectivement ce problème. Il y a 15 ans en arrière, le Burkina n'avait pas de problème, qui servait même de refuge à ces bandits armés. Bon, mais il y va de soi que maintenant, tous ces pays ont été contaminés, le Niger également, le Burkina. Bon, même la Côte d'Ivoire a connu effectivement des actes terroristes. Donc, mais je pense que déjà,
le fait que les chefs d'État de ces 3 pays qui sont mis ensemble pour créer, ne serait-ce que, ou bien pour redynamiser, ne serait-ce que cette structure qui existe, une bonne expérience que les pays se mettent ensemble, les pays africains des 3 pays, pour essayer de trouver une solution aux problèmes auxquels nos États sont confrontés. C'est pour la première fois que nous vivons cette expérience-là. Bon, c'est bien du... Si vous avez entendu, effectivement, vous avez lu le communiqué final du Conseil des ministres des Affaires étrangères des 3 pays, au-delà même de la sécurité, on parle également d'intégration économique. Il parle même de confédération. Vous voyez, donc ça va au-delà même de ce que les gens pensent, parce que tout compte fait, l'expérience que nous avons connue, que nous vivons jusque-là, toujours par rapport à la CEDEAO, c'est une union économique. Nous tendons vers une intégration économique. On ne parle pas de confédération. Alors que dans le cadre de la confédération, ça veut dire que des pays mettent en commun, mettent en place des institutions communes, des institutions politiques communes, des institutions, des centres de recherche communs, ainsi de suite. Donc c'est dans une confédération, on tend vers cette confédération. Je pense que déjà, c'est une grande expérience et nous allons au fil effectivement des discussions, voir quels sont les contours. Est-ce que nous sommes capables, à l'état actuel, avec effectivement la situation précaire de nos États, et compte tenu également du fait que nous avons des difficultés, nous sommes des pays sans littoral, les 3 pays, est-ce que nous pourrons constituer effectivement une union économique ou bien une zone d'intégration qui pourra peut-être faire face effectivement à tous les défis? Avant qu'on puisse répondre à cela, moi j'aimerais bien que vous puissiez nous donner une analyse assez globale de ces 3 pays pendant cette période de transition. Il y a eu aussi l'impact de la pandémie et tout, mais globalement pendant cette période de transition, est-ce qu'il y a nettement un changement économique ou pas? Oui, vous savez que je vous renvoie à la visite de M. Jean-Claude Brou, le gouverneur de la Banque centrale, qui a rendu visite au chef de l'État. Au sortir effectivement de son audience, a tenu un discours. Donc il a parlé effectivement de certains indicateurs économiques, le taux de croissance et la production cotonnière, la production de l'or et également les fondamentaux de l'économie malienne. Malgré toute la crise, vous avez vu que nous avons été quand même confrontés à des sanctions, mais néanmoins l'économie est assez résiliente. Et nous avons également à notre niveau également un service administratif assez performant, les services d'assiette de l'État, à savoir les services des douanes, des impôts, les domaines et autres là, qui ont pu quand même faire des records exceptionnels pour faire face effectivement à, disons, à des recettes budgétaires assez importantes. Et je pense que c'est pour la première fois dans l'histoire du Mali que les recettes budgétaires au niveau, les recettes douanières ont atteint dans les environs de 75 milliards en un seul mois. Donc ça veut dire que quelque part quand même, il y a une amélioration effectivement de la gouvernance de ces services d'assiette-là. Bon, moi je pense personnellement... Est-ce que c'est un peu le cas au niveau de... Bon, parce que on parle aussi de corruption, mais on ne va pas ouvrir cette parenthèse-là, mais est-ce que le Niger se retrouve aujourd'hui dans ce cas de figure un petit peu, le Burkina aussi un petit peu? Oui, vous savez qu'avant même la crise, le coup d'État, le Niger était l'un des pays, des rares pays au sein de l'UEMOA, du Union monétaire ouest-africaine, qui avait quand même un excédent important au niveau du trésor public. C'est-à-dire que tous les trésors publics ont des comptes ouverts auprès de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc on déverse effectivement les fonds de l'État. Le trésor nigérien était l'un des trésors, je dirais, les plus fluides, les plus liquides, parce que effectivement les services de recouvrement avaient fait des travaux exceptionnels pour pouvoir quand même approvisionner les comptes à ce niveau. C'était le cas également du Burkina. Et malheureusement, contrairement à ce que les gens pensent, les pays qui sont dits les pays les mieux nantis, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, c'est eux qui sont le plus endettés au niveau du trésor, au niveau plutôt de la Banque centrale. C'est eux qui sont beaucoup plus demandeurs d'intervention de la Banque centrale au niveau effectivement des obligations, des bons du trésor et des obligations. Est-ce que ça aussi, c'est pas dû au boom de vouloir investir? Oui, il y a cela. D'accord, oui, mais vous savez, toutes choses en ramenant effectivement à la dimension du pays, je pense que ce qui est surtout important, moi je pense, pour un État, c'est de pouvoir faire face effectivement à ses besoins à travers effectivement la loi des finances de budget. Il y a ce qu'on appelle, dans tous les États de l'Union, nous avons ce qu'on appelle
une subvention budgétaire. L'aide budgétaire par nos partenaires de l'Union européenne, la France notamment, mais c'est beaucoup plus élevé dans ces pays que dans nos pays qui se disent des pays pauvres tels que le Niger, le Burkina et le Niger. Et c'est ce qui explique que lorsque ces pays-là ont été confrontés à des sanctions, on peut s'en sortir. Moi, je me demande si un pays comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, qui seront quand même frappés par ces mêmes sanctions, est-ce que les gens pourront vivre là-bas? Parce que on les a habitués à une certaine aide qui fait que les services d'assiette ne pourront pas faire assez d'efforts pour faire face aux besoins de l'administration. Je pense personnellement. D'accord. On verra plus d'éclaircissements sur le plan économique. Mais entre-temps, la question, elle est simple. Quels sont les enjeux de l'AES? Merci beaucoup pour cette question. En fait, c'est que quand on pose la question sur les enjeux de l'AES, comme M. Traoré vient de le dire, en fait, en réalité, tout est un peu lié aussi parfois à l'économie. Parce que tu as beau un peu faire beaucoup de choses, si tu n'as pas une très belle économie, c'est un peu compliqué. Et donc, Traoré vient de le dire, en réalité, c'est que nos États du Sahel, la chose qu'on peut dire, c'est qu'il y a une économie réelle. Et donc, cela permet un peu à ces États-là de tenir. Ce que le Mali a subi en 6 mois, si ça aurait été la Côte d'Ivoire, ça aurait été un peu difficile. Même si en fait quand même les investissements c'est toujours bien pour les pays parce que ça permet un peu de développer certaines choses. Mais ce qu'il faut dire sur les pays de l'AES, c'est que en fait c'est que leur enjeu un peu réside un peu dans la garantie de la sécurité. Parce que d'abord il faut dire que la première des choses qui est que l'AES qui a motivé la création de l'AES, c'est d'abord pour contrer un peu les sanctions de la CEDEAO. Parce qu'on sait qu'après le coup d'État au Niger, il y a eu quand même une sanction très dure sur le Niger. Jusque-là, c'est quand même assez dur. Hein, oui, c'est vraiment une sanction très dure sur le Niger. Même au sein des Nations Unies, ça n'aurait pas été comme ça. Je ne suis pas économiste, mais je sais qu'à un moment donné, pour les sanctions, c'est que c'est graduel d'une manière. C'est quand même on te donne des prévisions, on essaie de limiter certaines choses pour les chefs d'État et puis on essaie de fermer certaines choses. Mais en réalité, pour le Niger, ça a été vraiment compliqué. Directement, paf, du jour au lendemain, déjà les 30, en fait, il y avait un blocus sur tout. Et donc, ça là, déjà, en fait, on se demandait si ces sanctions-là visaient un peu le régime en place ou ça visait un peu la population. Mais peut-être bien que d'aucuns me diraient que c'est un peu pour pousser la population à se révolter contre les dirigeants. Mais quand même, cela a été un peu difficile. Donc, on a essayé aussi de voir que l'AES, un peu, sa création a permis aussi d'une manière de faire réfléchir à des fois l'intervention d'une éventuelle un peu intervention de la CEDEAO au Niger, même si en fait on n'a jamais cru en tant qu'analyste un peu à une intervention de la CEDEAO au Niger, mais quand même avec certains partenaires qui poussaient un peu dans cette direction, on se dit que peut-être ça pourrait venir. C'était vraiment un hasard de faire cette intervention, mais du fait que les deux États, le Burkina Faso et le Mali, ont pris le devant un peu en disant directement au Niger, nous sommes à côté de vous et nous allons vous aider en cas d'intervention, nous allons vous apporter de l'aide. Même si on sait qu'en fait, dans les faits, ça aurait été un peu difficile parce que déjà les deux pays étaient confrontés à des groupes extrémistes et donc apporter de l'aide dans un autre pays, ça aurait été compliqué. Mais quand même, c'est dissuasif. Pourquoi c'est dissuasif? Parce que ça permet en fait de dire aux jeunes, à certaines autorités de la CEDEAO, ce qui est le plus virulent. C'est le message qu'ils voulaient vraiment. Exactement. C'est que si vous intervenez au Niger, en réalité, ce serait la fin de la CEDEAO. Pratiquement. Donc en fait, c'est qu'il ne faut pas aller dans ce sens-là. Et cela aurait un peu provoqué une guerre au sein de la communauté qu'on sait peut-être bien où ça va commencer, mais on ne sait jamais où ça va finir. Et surtout que si on essaie de voir un peu pour ce qui concerne un peu les enjeux, en fait, il faut d'abord voir une coopération vraiment franche entre les trois États du pays, les trois États de la sous-région. M. Traoré a parlé d'une chose qui est très importante, c'est qu'on n'a pas de littoral.
c'est qu'on n'a pas de débouché sur la mer. Et on est 3 pays pratiquement continental. Et cela rend les choses un peu plus compliquées. Mais vous avez parlé de la Guinée. La Guinée, la place de la Guinée dans cette histoire est vraiment intéressante si on essaie de voir, parce que c'est au même moment où on a vu le coup d'État, c'est un peu entre les 4 pays. Mais on voit que la Guinée est un peu mise de côté. Et surtout, la Guinée n'est pas considérée en tant que pays. C'est un peu la grande question. On sait, bon, maintenant après, de manière visible, on dit qu'il y a beaucoup d'affinités avec la France. Elle est encore sous les gérants de la France, voilà. Mais il y a une configuration quand même qui se met en place. Est-ce qu'on va continuer à rester en reste de cette configuration-là? C'est difficile à juger aujourd'hui parce que aujourd'hui on sait que Doumbia, le président Doumbia a un peu essayé de rester, de défendre un peu les intérêts de son pays, mais en essayant aussi d'éviter de s'afficher un peu à un positionnement des États du Sahel un peu russe aujourd'hui, hein. Et ça, c'est là un peu, c'est ambigu, mais en fait c'est là aujourd'hui, ça lui porte un peu fruit, hein, on peut le dire, parce que c'est toujours une stratégie. En fait, cela ne veut pas, en fait, c'est pas parce que tu as des affinités avec un pays qu'à un moment donné il faut laisser tes intérêts de l'autre côté. Donc aujourd'hui, le positionnement de la Guinée, même si on sait qu'en fait la Guinée quand même porterait toujours aujourd'hui quand même son aide au Mali, et c'est pareil, mais c'est que la Guinée n'a pas choisi un peu la position du Mali, et donc et ça on ne peut pas les en vouloir, c'est là aussi non plus, hein. Mais quand même, ce qui est très important, c'est qu'on sait que les États du Sahel, de l'Alliance du Sahel, pourraient un peu compter sur la Guinée. Et aujourd'hui aussi, il faut le dire qu'on pourrait compter un peu sur le Togo aussi, qui d'une manière a un truc, mais on sait qu'aujourd'hui, quand il y a une situation qui est compliquée dans le Sahel ou dans les États de l'Afrique de l'Ouest, on voit toujours que Faure Gnassingbé est là, même si dans la CEDEAO, il est là, il prend la position avec les autres, mais c'est que d'une manière, on voit que le Mali, à un moment donné, était parti parler à Faure Gnassingbé. Le Burkina a fait pareil. Bon, le Niger aussi, on a vu le général Tchani qui la semaine passée est passé disons pas au Tchad, à Togo, pour rendre visite aussi à Faure Gnassingbé. Et c'est pareil en fait, c'est qu'on peut se dire qu'à un moment donné, c'est que le Togo pourrait à un moment donné aussi aider les États d'Israël, donc avoir un peu certaines débouchés. Et cela est pratiquement permet aussi aux États du Sahel de se renforcer et puis de pouvoir se développer. Parce qu'il faut se dire une chose, ce qui serait plus important pour les États de l'Alliance du Sahel, c'est d'avoir d'autres pays aussi, disons, autour d'eux. Par exemple. La Guinée, par exemple, qui se met un peu à l'écart, pourtant pendant la période des sanctions, la Guinée était la main forte du Mali. Elle n'a pas voulu appliquer les sanctions en fermant les frontières, mais après, avec l'évolution de toute cette période de transition, on la voit de plus en plus détachée. Est-ce que par rapport à la reconfiguration politique, ça peut impacter sur la reconfiguration économique? En tout cas, merci pour cette question. Moi, je ne suis pas du même avis que vous sur cette question de la Guinée, en fait, parce que je crois que la Guinée n'a pas changé. Comme l'a dit Dr Traoré, il faut suivre l'évolution de la vie politique et économique en Guinée. Sinon, avant le coup d'État, au Burkina même, lorsqu'il y avait le président Damimba, et qu'il y a eu quand même sanction du Mali, vous avez vu que la Guinée, on parle même de fédération, de faire une fédération avec la Guinée, tellement la Guinée a été solidaire. Et la Guinée a ouvert ses frontières avec son port, et à l'époque, c'était la Guinée et la Mauritanie. Donc, il y a eu même des grands travaux au niveau de la Guinée là-bas, des investissements énormes au niveau du port de Conakry, pour acquérir effectivement le coton du Mali. Donc, ils ont fait des hangars importants, des investissements très, très importants. Et il y a à peu près plus de 3 ou 4 ministres qui se sont déplacés pour aller en Guinée. Ils ont même tenu des réunions ministérielles. C'est-à-dire que le gouvernement de Guinée et les ministres de Guinée sont venus ici. On a tenu des conseils des ministres. La même chose en Guinée également.
le président du Parlement, c'est-à-dire CNT, est allé en Guinée, il a été reçu. Donc, on ne parle même pas du Burkina à l'époque, ni de la Guinée et du Niger à cette époque-là. Parce qu'on pensait qu'effectivement, compte tenu de l'ouverture et de la bonne volonté que la Guinée a manifestée, les gens ont parlé même de l'histoire entre la Guinée et le Mali. Donc, comme c'était deux poumons d'un même corps, et si on devait aller avec un autre pays, c'est avec la Guinée. Mais entre-temps, il y a eu le coup d'État au Burkina. Vous savez qu'avant que le capitaine Traoré ne vienne au pouvoir, le président qui était là-bas était même reçu par le chef de l'État de la Côte d'Ivoire qui était présent en exercice de la CEDEAO. Le président Alassane a reçu Damiba là-bas. Bon, c'est lorsqu'il y a eu le coup d'État de Traoré, effectivement, qui a fait la rupture totale avec, je dirais, la France, parce qu'il a déjà commencé à demander à l'armée française de quitter. Les spécialistes français, les militaires français qui étaient là-bas dans une base, là, ils n'étaient pas nombreux, de quitter, de laisser effectivement le Burkina. Donc, il a commencé à avoir effectivement la tendance. Donc, ensuite, la Guinée est toujours restée avec les ports. Mais comme nous, les opérateurs économiques, ont une certaine habitude, ils ont continué à fréquenter les ports d'Abidjan. Sinon, la Guinée est toujours ouverte, les ports sont toujours ouverts, les mêmes existent là. Moi, je pense qu'il faut être assez quand même dans cette situation de la Guinée, il faut le comprendre. Comme l'a dit Traoré, il n'est pas aussi, il veut pas se détacher tout à fait de la France, comme nous autres, parce que en fait, il n'y a pas de contentieux réel où il y avait une certaine occupation vue au sud de tout le monde au Mali, ici au Burkina. Ce n'est pas le cas de la Guinée. Moi, je pense que comme la charte est quand même ouverte des États au niveau de son article 11, ils disent que la charte, c'est-à-dire que c'est une organisation qui est ouverte à tous les pays, à tous les États qui ont une relation géographique et qui vivent les mêmes conditions. Or, vous savez que c'est un pays voisin, donc géographiquement, il peut être membre, comme même la Côte d'Ivoire, si possible. Donc, la porte est grandement ouverte. Mais ce que les gens doivent comprendre, moi je voudrais que les téléspectateurs doivent comprendre, l'AIS ne vient pas ex nihilo. Je vous ai dit que l'AIS est partie effectivement de l'existant. Déjà, il y avait ce qu'on appelle la Autorité de Liptako Gourma, qui est une organisation de mise en valeur. Donc ça fait plus de 50 ans que ça existe. Et c'est le Mali, le Niger et le Burkina, la Haute-Volta d'antan. Le siège est toujours au Burkina là-bas. Et je pense, si je ne me trompe pas, le secrétaire exécutif, c'est une Malienne qui dirige le Liptako Gourma. Je ne sais pas trop, mais il faut vérifier. Donc ça veut dire que là, il y avait un objectif. C'était pour la mise en valeur des ressources minières de ces trois pays-là. Parce que ça englobe une bonne partie, effectivement, de ces trois pays. Ça fait à peu près quelque chose comme 370 000 km², le Liptako Gourma. C'est plus grand que des pays tels que la France, des pays comme certains pays, Togo, le Bénin, autres là. Et également, ça fait à peu près quelque chose que 16 500 000 habitants. Ces régions-là. Cette zone. Voilà, cette zone-là. Alors, la question que moi j'ai envie de vous poser assez rapidement, et je suis sûr que peut-être Dr Koyima doit rajouter ça. Pourquoi une création d'une organisation telle depuis très longtemps, il n'aurait pas été plus évidente de la renforcer que de créer l'AES, encore une fois? Alors, j'aimerais répondre à cette question. D'accord. Parce qu'en fait, le Liptako Gourma, la forme qu'il existe, n'est pas une organisation à but d'intégration économique, pas du tout. C'est tout à fait différent. Parce que les gens font beaucoup de confusion. Voilà, ça c'est uniquement dans le cadre de la mise en valeur, tel que l'OMVS, tel que l'ACBN. Ça, c'est des organisations juste dans le cadre de coopération économique pour atteindre un objectif. Alors, il faut faire la distinction entre les organisations à but d'intégration économique et les organisations qui sont mises en place pour atteindre un objectif bien déterminé. Donc, moi je pense que cette fois-ci, nos autorités, les pouvoirs publics ont bien vu juste d'en faire effectivement un instrument d'intégration économique. C'est pourquoi ils ne sont pas limités uniquement aux problèmes sécuritaires. C'est-à-dire que, comme l'a dit le docteur Traoré, c'est à partir effectivement du coup d'État et que lorsque certains États de la CEDEAO ont menacé
le Niger d'annexion, que ces pays-là sont mis ensemble pour défendre effectivement le Niger. Et la création, c'est-à-dire que la charte de l'AES découle effectivement de ces besoins de sécurisation, de venir en aide à un autre pays qui a les mêmes audiences politiques. Exactement. Voilà. Exactement. Donc, mais ils veulent aller au-delà de cela. C'est pour qu'ils parlent même de confédération, de création de voies ferrées, de création également de routes, et ainsi de suite. Donc, quand on dit, c'est-à-dire que le communiqué, en fait, il vise une organisation à but d'intégration économique, tout comme la CEDEAO. Ah, mais est-ce qu'elle va pouvoir concurrencer la CEDEAO? Bon, pour moi, en fait, là, que l'AES ne devrait pas être un instrument de concurrencer la CEDEAO. Je pense que l'AES, aujourd'hui, de mon point de vue, en fait, c'est que, comme M. Traoré vient de le dire, et donc, M. Traoré, je suis Koina, il vient me baptiser Traoré. Mais, alors, c'est que, en fait, ces chamboulements un peu géostratégiques, géopolitiques, a poussé les 3 États du Sahel un peu à créer cette alliance. Parce qu'en fait, c'est que déjà, on l'a déjà répété plusieurs fois, en fait, c'est qu'il y a une situation, donc il faut d'une manière rebâtir sur cette situation. Et surtout que les 3 États, en réalité, ce sont les 3 États qui vivent depuis, depuis une décennie un peu la situation sécuritaire. Et déjà, en fait, il y avait une organisation qui était là, le G5 Sahel, qui n'a pas beaucoup marché quand même. Hein. Et donc, il fallait à un moment donné essayer de voir comment est-ce qu'on pourrait trouver une solution par rapport à ça. Parce que en fait, les 5 États du G5 Sahel n'avaient pas les mêmes réalités. C'est pour cela que quand vous allez consulter beaucoup de documentation depuis lors, en fait, depuis au moins 8 ans, hein, il y a un terme qu'on utilise le plus souvent, on appelle le Sahel central, qui est le Mali, le Burkina et le Niger, qui ont plus certaines réalités en matière sécuritaire. Et avec cette situation qui est arrivée, les sanctions ou autre chose, donc il fallait d'une manière réagir à cela. Et on sait que en fait, ce sont les 3 pays qui subissent plus cette situation. Bon, il y a la Guinée aussi. Donc il fallait d'une manière essayer de voir, créer une sorte d'organisation pour contrer cette influence de la CEDEAO. Donc aujourd'hui, on a un peu vu que l'alliance est là, c'est sécuritaire. Aujourd'hui, c'est encore en train d'aller vers l'économie. Mais je pense qu'en fait, c'est que l'AES pourrait être un nouveau moteur pour la CEDEAO. Un nouveau moteur dans le sens que l'AES aujourd'hui, on est en train de prendre un positionnement. Parce que la CEDEAO, c'est une organisation sous-régionale de 15 pays. Et on sait que les 15 pays, d'une manière à long terme, ça pourrait être une bonne chose. Hein. Mais aujourd'hui, peut-être bien, ceux qui sont en train de diriger un peu la CEDEAO, ceux qui tirent un peu le ficelle de la CEDEAO, peut-être ne sont pas les bonnes personnes que nous, on aurait souhaité. Donc l'alliance pourrait être pour moi un lobby au sein de la CEDEAO. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes points de vue sur certaines choses. Donc on va essayer de constituer l'alliance. On se donne un peu une force, une structure un peu plus forte avec d'autres alliances et d'autres pays. On va voir qu'en fait, c'est que les États de l'Alliance aujourd'hui ont un positionnement qui pourrait faire un changement au sein de la CEDEAO. Et donc, nous allons un peu prendre un peu le pouvoir au sein de la CEDEAO et nous allons diriger la CEDEAO vers une belle direction. En fait, pour moi, c'est un peu l'Alliance. Moi, je vois un peu l'AES un peu comme ça. Peut-être bien qu'il y a beaucoup qui pensent un peu, qui ont un autre positionnement en disant que bon, il faut sortir d'une manière de la CEDEAO. Mais moi, je me dis qu'en fait, c'est que nous sommes dans un monde un peu plus globalisé où nous voyons que les plus petits sont d'une manière mangés par les plus grands. Donc, il est parfois mieux d'une manière, dans un système de balance of power, c'est que l'équilibre de pouvoir, d'être dans une organisation ou dans une organisation sous-régionale qui a un peu plus de poids. Et je vois qu'en fait, c'est que si on parvient, les États de l'Alliance parviennent d'une manière à montrer en fait ce que aux membres de la CEDEAO, qu'en fait c'est que le positionnement de la CEDEAO, de l'Alliance est la bonne et qu'ils parviennent un peu à changer quelques positionnements au sein de la CEDEAO, serait encore plus bénéfique
que d'une manière de se mettre à côté. Peut-être bien qu'au début, aujourd'hui, on peut rester dans notre positionnement, essayer de voir un peu renforcer notre, disons, notre système entre les trois pays et puis essayer de voir quel changement nous pourrions mener. Et après, peut-être bien qu'il y a d'autres États, comme on le voit dans le document, qui pourraient s'ajouter un peu aux alliances de la CEDEAO, à l'AES pour avoir vraiment une influence sur la zone. D'accord. Traoré, est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Parce que justement, je voudrais rebondir. Moi, je suis tout à fait en déphasage avec docteur sur cette formulation. Parce qu'en fait, comme on le dit, bon, je ne suis pas un jeteur de courrier, mais je peux vous affirmer sur ce tableau-là ici, que quand l'AES va prendre corps, aucun des pays membres ne sera encore de la CEDEAO. Je vais vous donner la raison simple. Vous savez, vous avez parlé de crise. Et la crise qui a affecté le plus ces États-là, ce n'est même pas du fait de la CEDEAO, mais du fait de l'IMOA, la BCAO, qui a gelé effectivement les fonds de ces pays-là au niveau de la Banque centrale. Vous avez même entendu un chef de l'État sur les antennes dire que les Nigériens ne pourront même plus retirer de l'argent au niveau des banques et que pour avoir 10 000 francs, ça posera problème. Et donc, ça va contraindre effectivement les militaires à céder les pouvoirs. Donc, ça, c'est des sanctions assez lourdes qui ont été rendues possibles parce que nous sommes tous dans une zone monétaire, nous utilisons la même monnaie, le franc CFA. Pour contourner effectivement cette même mise, parce que pour ces États, ils estiment que ce n'est même pas les chefs de l'État qui décident, mais c'est d'autres pays qui ont leur influence sur notre monnaie et qui, en principe, la monnaie ne leur appartient compte tenu de beaucoup de choses. Et c'est ce qui fait que la première bataille, la plus importante effectivement de l'AES, serait effectivement de frapper sa propre monnaie, de créer sa propre monnaie. Qui dit créer sa propre monnaie, dit créer une zone monétaire bien déterminée. Et je suis sûr d'une chose, l'un des objectifs de la CEDEAO, la finalité c'est quoi? C'est pour aller vers une monnaie commune de la zone, à savoir, comme ils l'ont dit, notre monnaie qui s'appelle l'euro, c'est ça? Éco. Or, il se trouve que même les Ghana, qui ont leur propre monnaie, la Gambie, la Sierra Leone, tout ça, doivent converger tous à l'éco. Or, je suis sûr d'une chose, comme les autorités de ces trois pays veulent aller très vite pour se soustraire des sanctions financières, effectivement, de la CEDEAO et de l'IMOA, ils vont aller très vite à la création de la monnaie propre au Sahel. Ça veut dire que, de fait, c'est une demande de retrait de la CEDEAO. De l'IMOA. Non, de la CEDEAO même. Ils vont aller plus loin. La CEDEAO, l'IMOA, c'est des faits. Dès lors qu'ils ont créé leur propre monnaie, c'est fini ça. Mais ils vont même demander de se retirer effectivement de la CEDEAO. Parce que le fait même de battre une propre monnaie différente du CFA, ça veut dire que vous êtes retiré déjà. Vous n'êtes pas sans savoir que, je prends un seul exemple, le cas de la zone d'Afrique centrale. Lorsque la Centrafrique a décidé de faire effectivement ce qu'on appelle la monnaie fiduciaire? Oui, la monnaie, non, pas fiduciaire. Non, pas, le BIC. Oui, voilà, donc vous avez vu comment les chefs d'État se sont mis contre... et ils pensaient même que c'était un retrait, effectivement, de Centrafrique, effectivement, de la zone CFA. Oui. Voilà. Bon, donc, or, nous, dans ce cas, nous voulons frapper ces États de l'AES, veulent battre leur propre monnaie. Donc, ils auront leur institut d'émission propre à eux. Ils auront effectivement leur propre monnaie et une zone. Et ces deux zones ne peuvent pas cohabiter au niveau de la CEDEAO. Donc, j'en suis sûr. Ça, vous allez vous dire que Dieu nous donne longue vie. On ne peut pas créer, lorsque l'AES va prendre corps avec effectivement sa propre monnaie, c'est vraiment, ils vont sortir de la CEDEAO. Je ne dirais pas jusqu'à ce que ce sera la mort. C'est évident qu'il y a autant de défis, énormément de défis. Mais quels sont les défis prioritaires vraiment à pouvoir relever? Quels sont les défis prioritaires pour l'AES à pouvoir relever? Le défi en fait prioritaire, c'est d'une manière la première des choses, c'est de maintenir quand même la cohésion entre les trois États.
Parce que c'est là et un peu la chose est difficile à faire parfois. Même si on a aujourd'hui, nous subissions un peu une pression économique. Parce que, comme on le disait depuis le début, en fait, tout est une question d'économie d'abord, même si en fait il y a les bonnes fois, mais c'est qu'à un moment donné, quand les populations sont sous pression, même si elles soutiennent un peu les régimes, quand même parfois ventre affamé n'a point d'œil. Donc il faudrait d'une manière, la première des choses, c'est d'essayer de maintenir la cohésion au sein entre les États, et surtout maintenir aussi, l'idée politique en fait entre les trois États. Parce que aujourd'hui, c'est vrai, les régimes qui sont là s'entendent. Du moins, c'est ce qu'on voit quand même, que les États, les trois chefs d'État quand même ont tendance un peu à se consulter. Donc il y a une communication qui est là. On voit qu'à chaque fois les premiers ministres même se rendent visite, et puis les ministres des affaires étrangères se côtoient tout le temps dans la décision, et parfois on voit même des communiqués, soit si on ne voit pas de communiqués Mali Burkina, on voit des communiqués Niger Burkina ou bien Mali Niger. Donc ce sont des choses qu'il faut d'une manière et continuer à faire. Et surtout, le défi sécuritaire est aussi là, qui n'est pas parti. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec notre fibre patriotique, on essaie un peu, il y a certaines choses qu'on a tendance un peu à oublier, mais quand même, il faut reconnaître que quand tu pars parfois dans certaines zones du pays, il y a quand même certaines populations qui ne sont pas très très contentes en réalité. Et donc c'est là, il faudra d'une manière essayer de tout faire pour que les trois États continuent un peu à renforcer leur coopération militaire pour essayer d'arriver un peu à bout des groupes insurgés et puis des groupes extrémistes violents qui, d'une manière, terrorisent nos populations, non seulement dans le nord, au centre du Mali, et puis aussi au Burkina Faso, c'est pareil, mais aussi à la frontière avec le Niger, nous voyons aussi les incursions de l'État islamique au Sahel. Donc, en fait, ce sont des défis énormes qu'il faut élever, et donc cela pourrait un peu aussi il faudrait d'une manière aussi voir comment est-ce que nous pourrions un peu dialoguer avec nos frères de la CEDEAO, parce que c'est pas d'une manière pour rebondir un peu à M. Traoré sur le fait économique, mais je pense qu'en fait c'est qu'il faudrait d'une manière, nos États doivent essayer de voir quand même que le Niger aujourd'hui a une forte, disons, une économie pratiquement intégrée avec le Nigeria. Le Nigeria a sa monnaie à part. Donc, c'est que peut-être les États de l'AES aussi pourraient avoir leur monnaie. Leur monnaie qui serait le Sahel. Donc, vous voulez dire que, par exemple, on peut imaginer l'AES avec deux monnaies. C'est ce que vous voulez dire? La CEDEAO avec plusieurs monnaies? Il reste dans la CEDEAO, mais ce qui concerne le franc CFA, bien sûr. Oui, bien sûr. Moi, je me dis que, parce qu'en fait, quand on essaie de voir un peu l'histoire, disons, le contexte de l'éco, qu'est-ce qu'on dit? On dit qu'il y a certains États qui peuvent converger depuis à se faire un peu avoir des monnaies ensemble, et après, on va créer l'éco. C'est que peut-être bien que le Ghana peut se mettre avec le Nigeria pour faire une monnaie, le Mali peut se faire avec le Niger pour faire une monnaie, et après, petit à petit, on fait une monnaie commune. En fait, c'est ça en réalité quand on essaie de voir le contexte. Donc, en fait, si moi je me dis, sortir de l'UEMOA, avoir sa souveraineté monétaire, n'est pas contraire un peu disons, à rester dans la CEDEAO, que moi je trouve que en fait, ma liberté de me mouvoir au sein de la CEDEAO, j'y tiens beaucoup, et puis je me vois comme un Ouest-Africain. D'accord, toujours dans les défis à relever. Oui, je suis tout à fait, ça, ce qui est le plus important, il a dit, il faut d'abord une cohésion forte entre les autorités des trois pays. Vous savez, l'histoire de nos pays a toujours montré qu'il y a eu des tentatives de regroupement entre les différents États, la Fédération du Mali, il y a eu le Conseil de l'Entente et tout. Mais pourquoi ces tentatives de regroupement ont échoué? Parce que quelque part, une main extérieure a toujours essayé
d'opposer les dirigeants de ces pays-là. Donc, et de créer effectivement des faux semblants entre les différents États qui font que effectivement ces organisations n'ont pas quand même connu de réussite. Sinon, c'est pas faute d'expérience, faute de tentatives de regroupement. Donc, moi, je pense que je vous prends un exemple très simple. Vous avez eu le cas d'Air France. Air France est une compagnie française, internationale, qui dessert tous nos États. À un certain moment, Air France a décidé, ce seul niveau, que ces pays-là sont des pays qui sont confrontés effectivement à une crise multidimensionnelle et que c'est une zone rouge à éviter. Ils ont suspendu les vols, les 3 pays. Mais quelques temps après, Air France a décidé de reprendre pour un seul pays, le Mali. Or, vous savez, c'est après consultation des autres États que les autorités maliennes ont décidé de suspendre toujours Air France. Donc, il n'est pas question qu'Air France vienne diviser davantage nos pays. Donc, si on doit quand même prendre une reprise de vol, il faut que ça soit de façon concertée. Parce que c'est ces astuces-là que ces pays étrangers ont toujours divisé nos pays. Là. Il y a ce cas, je prends le cas de la France. Il y a également, par exemple, même pour les élections, on parle maintenant de retour à une vie constitutionnelle normale et tout. Ces 3 pays, il faut que nous allons effectivement aux élections. Mais si vous voyez, la communauté internationale parle de ça. De d'autres zones, il y a eu des coups d'État là-bas qui n'ont pas eu les mêmes sanctions. Exact. Donc c'est ce qui fait que même, ne serait-ce que pour le retour à une vie constitutionnelle, comme on le dit, normale, après les élections, il faut que ces 3 pays se consultent. Parce que si, imaginez-vous, un pays comme le Mali, qui dit que donc nous allons faire pour nos élections telle période, alors que nous avons quand même un problème de crise multidimensionnelle avec effectivement les terroristes, c'est quelque part, on est en train de nous désolidariser des autres. Moi, je pense que, je ne dis pas qu'ils doivent aller tous à la même date, hein. Non, mais il faut qu'il y ait une concertation et qu'il y ait une décision qui est prise de façon collégiale, une certaine cohésion, pour éviter effectivement que les gens se mettent entre nous. Et là, c'est le plus important. Ensuite, il faut que les sociétés civiles des 3 pays, c'est-à-dire au Mali, au Niger, au Burkina, qu'on se concentre davantage sur des questions d'intérêt national. Des questions, c'est-à-dire que nos populations soient concernées. Parce qu'on ne peut pas avoir une intégration sans les populations. Il y a l'organisation de société civile dans tous nos États. Il faut qu'il y ait beaucoup plus de concertation. Que les jeunes du Niger, les jeunes du Burkina, les jeunes du Mali se retrouvent dans nos forums et qui discutent ce qui est bon pour nos pays. Et que les femmes, ainsi de suite. Moi, je pense que les populations doivent être impliquées effectivement dans toutes ces décisions. Là, c'est aussi important. Maintenant, les autorités, les pouvoirs publics, c'est-à-dire que les dirigeants, doivent aller pour la mise en place des institutions de l'AES, c'est-à-dire que des institutions communes de l'AES. Donc, vous avez dit que nous allons créer une alliance des États. Donc, maintenant, ils doivent se plancher à travers des rencontres. Donc, nous allons faire une banque centrale. Voici les outils pour les banques centrales pour nos 3 pays. Et mettre en place des institutions et qui sont là, qui travaillent d'arrache-pied pour quand même donner forme effectivement à cette alliance-là. Parce qu'il ne faut pas que ça soit sous forme théorique simplement et qu'on arrête là. Parce que avec le temps aidant, nous allons quand même être en retard. Et d'autres sont en train de se battre, même au niveau de la CEDEAO, pour que l'institution ne voit pas court. Vous avez vu que le gouverneur de la Banque centrale, lorsqu'il est venu ici, qu'est-ce qu'il a dit au président de la République? Nous allons ouvrir bientôt une agence auxiliaire à Caille. Donc, Bissau à Caille. Qu'est-ce qu'il a dit au Burkina également? Or, c'est ce même monsieur, lorsqu'il était président de la commission de la CEDEAO, qui a lourdement sanctionné et qui s'est permis également, en tant que fonctionnaire, de s'adresser au chef de l'État de nos pays. Donc, c'est pourquoi la CEDEAO, l'IMOA, sont dans leur rôle, effectivement. Moi, je pense que l'enjeu véritable, comme il a dit, il faut une cohésion au niveau des autorités, de la société civile
également, surtout en mettant les jeunes et les femmes devant, et que les gens se comptent pour dire maintenant, voici un secrétariat. Il ne faut pas que le problème qui se pose dans nos États, généralement, qu'est-ce qui pose problème? Le lieu de l'institution, c'est-à-dire le siège. Quand nous allons créer l'AES, quel sera le siège? Quel est le pays qui va abriter le siège? Quelle est la personne qui va diriger? Et quelles sont les institutions, ainsi de suite. Et là, ça pose un problème au niveau de la Banque centrale. Donc, je pense que ça, c'est des questions de fond. Il faut qu'ils discutent pour qu'aucun pays ne se sente frustré. Parce que, généralement, comme vous le savez, si vous prenez la sous-région, le Mali... Vous avez le cas avec le G5 Sahel. Voilà, le Mali est plus proche un peu de la Guinée, du Sénégal. Le Burkina, on a fait une guerre avec le Burkina. Pour le passé. C'était des gens qui étaient derrière. Ils ont essayé de poser les Maliens et les Burkinabés. Moi, je peux en parler parce que j'ai travaillé dans les 8 États de l'Ivoire. Et je connais pratiquement la mentalité de toutes. Les Niger trouvent que le Mali est un pays. Les Nigériens, moi j'ai travaillé au Niger à Zender. Les Nigériens pensent que les Maliens sont un peu, disons, des gens qui s'imposent aux autres. Est-ce que vous voyez? Donc c'est ce qui fait que... Tout cela défini, donc, on va pas justement, donc il faut qu'on évite effectivement ces jugements d'entrant, voilà, et qu'on essaie de clarifier. C'est pas comme à la Banque centrale où le gouverneur sera toujours un Ivoirien, malgré que les textes ne disent rien, parce que c'est un gentleman agreement, nous ne sommes pas d'accord. Il faut que les choses soient très claires, très bien définies. Voici le siège, voici le place tournante des directeurs, ainsi de suite. Ça fonctionne comme ça. Moi, je pense qu'il faut éviter l'ingérence extérieure dans nos affaires. Et c'est ce qui permettra quand même de garantir effectivement une certaine stabilité, de report effectivement à ce que nous voulons mettre en œuvre. L'article 10 de la charte de Dictaco Gourma demande à ce que les 3 pays puissent financer l'AES. Oui. La question que j'ai vraiment envie de poser, parce que vous êtes dans la lancée sur tout ce qui est économie, oui. Est-ce que les capacités économiques actuelles du Mali, du Niger, du Burkina Faso permettent de financer l'AES? Totalement, sans abâche. Nous avons les moyens. Nos États ont les ressources nécessaires pour faire face même à le fonctionnement de la CEDEAO. Je ne parle pas de l'AES. Vous savez, madame, ces 3 États, le Mali a le plus de chefs, de têtes de chefs. C'est-à-dire ces 3 pays réunis, nous avons en matière de bétail, c'est les zones, c'est les pays les plus riches. Le nombre de chefs de têtes de bétail le plus nombreux. 1. Le Mali et le Burkina sont les plus grands producteurs d'or de la sous-région de la CEDEAO. En matière de coton, le Mali et le Burkina sont les 2 premiers avec le Bénin. Le Mali est à 700 000 tonnes. Le Burkina est à 600 000 tonnes. Le Niger en produit. Vous pensez que ces pays-là ne peuvent pas faire face au budget de fonctionnement, au budget d'investissement d'une institution sous-régionale? Ça dit qu'avant, il faut tenir compte du fait que c'est parce que l'extérieur a pris en charge le financement, de fonctionnement et d'investissement de nos institutions. C'est ce qui fait qu'ils sont présents dans nos institutions et ils nous donnent des directives. Mais pour la première fois, comme je vous l'ai dit, au niveau de l'article 10, la contribution des États membres uniquement, il n'y a pas d'ingérence extérieure. Donc ça nous donne une certaine indépendance, une certaine souveraineté pour prendre nos décisions. Et je pense que les fondamentaux de notre économie, nous sommes des pays excessivement riches, immensément riches. Vous voyez maintenant que le Niger a commencé à vendre son pétrole. Si nous continuons sur cette voie, qui était à 20 000 tonnes, amené à 100 000 tonnes de barils par jour. Imaginez-vous. D'accord. Un pays comme le Niger, avec l'uranium, vous avez vu que maintenant, lorsque le Niger, le coût de l'uranium a été multiplié par 5, actuellement, sur le marché international. Il ne vous surprend pas, vous allez voir effectivement le coton bientôt sur le marché de l'Europe, pour que le coton va grimper. C'est pour vous dire que si c'est une certaine indépendance, on prend en charge notre propre économie, notre propre destin, c'est le marché qui est demandeur. Voilà. Mais s'il y a des intermédiaires, ça veut dire que quelque part, il y a trop de charges. Et moi, je pense que la prise en charge et le financement
le budget n'est rien par rapport au investissement. Voilà, le budget de fonctionnement, c'est pas beaucoup. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. À peu près, si on mettait un budget de 50 milliards, ce n'est rien pour un État. Il y a certains opérateurs économiques qui peuvent financer ça. Je pense que là, ce n'est pas au-dessus des capacités de nos États. D'accord. Sans être un oiseau de mauvais augure, on a vu le G5 Sahel. Hein. Le G5 Sahel a quand même fini par s'affaiblir. Et par rapport à l'AES aussi, il y a beaucoup, évidemment, vous avez pu apporter des éclaircissements, des possibilités économiques. Il y a eu aussi, et il y a sûrement le départ de certains partenaires qui ont été renvoyés pour être politiquement corrects. On remarque plus un impact ou une implantation de la Russie, de la Turquie, de la Chine aussi, et même de l'Iran. Et quelle projection pouvons-nous avoir? Merci beaucoup pour cette question. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dit en géopolitique, quand un partenaire part, il laisse la place un peu vide. Donc il faut, à un moment donné, il y a d'autres partenaires qui cherchent toujours à trouver un peu d'autres débouchés. C'est vrai que depuis un certain moment, on a chassé certains de nos partenaires traditionnels et on a un peu essayé de nouer d'autres partenariats. C'est vrai qu'à un moment, même si on essaie de dire que on est ouvert quand même aux autres partenaires, en fait, parce que la porte n'est pas encore fermée aux autres partenaires, mais on a quand même privilégié certains partenariats, parce qu'on se dit quand même qu'il y a eu un changement politique, il y a eu un changement de direction, et il faudrait qu'à un moment donné, certains de nos partenaires respectent nos choix stratégiques. Donc, aujourd'hui, en fait, on a quand même renforcer, parce que c'est pas qu'on a créé un peu ces partenaires avec la Russie, parce que si on essaie de voir un peu la majeure partie de nos chefs militaires, ils ont été formés quand même en Russie, dans l'Union soviétique. Moi personnellement, mon père il n'était pas un militaire, mais il avait été formé en Russie. Et même le président, le chef de gouvernement, oui, le premier ministre Dr Mega, aussi a été formé un peu en Russie. Donc en fait, on peut se dire que aujourd'hui, quand même, il y a eu un changement. Et ces partenariats, certainement, a des impacts, certains impacts, parce que quand même, on sait que pendant 10 ans, chaque année, il y avait 1 milliard de dollars qui circulaient un peu, même si on peut se dire qu'il y a beaucoup qui partaient quand même dans la poche de ces mêmes États-là. Dû au facteur de la corruption, vous voulez dire? Bon, pas de la corruption, mais c'est qu'ils savaient comment est-ce que il faut faire retourner l'argent à la maison. Après, il y avait un retour. Oui, parce que, par exemple, pour ce qui concerne la location, par exemple, des avions ou bien de certains experts qui étaient plus payés que, en fait, les nationaux qui étaient là. Donc, l'argent retournait un peu à la source. Donc, c'est plus ou moins en fait. Donc en fait quand même il y avait quand même un impact un peu sur cela, et surtout que il y a quand même beaucoup de partenaires et beaucoup de Maliens qui bénéficiaient aussi de certaines retombées. Donc ce changement de partenariat aura certainement aussi certains impacts économiques. Mais pour ceux qui juste pour peut-être bien clôturer sur la question, parce que monsieur Traoré parlait un peu du fait de pouvoir un peu financer. Je pars dans la même direction en réalité, c'est parce que je me dis que peut-être bien ces pays, les 3 États du Sahel, on est quand même le Mali, le Burkina Faso est 3e producteur et le Mali est 4e producteur, et puis je pense que le Niger c'est 10e producteur d'or. Peut-être bien qu'en essayant d'imposer certaines taxes même sur l'or, ça pourrait amener certaines choses. Mais ce qui est important en termes de géopolitique, de géostratégie, je veux dire, c'est que la diversification quand même des partenaires permet toujours aux alliances d'aller encore plus loin. Parce qu'il ne faudra pas du tout à un moment donné rester, c'est vrai, c'est bon de diversifier les partenaires. Il n'est pas quand même conseillé de se pencher sur un seul partenaire. C'est là pourrait d'une manière, si ces partenaires se retirent un peu, cela pourrait avoir un impact. Même si aujourd'hui on sait que
en ce qui concerne un peu le partenariat avec la Russie. Dans l'histoire, un peu, on juge le partenariat avec la Russie comme un partenariat qui est un peu plus fiable. Mais quand même, cela ne veut pas dire qu'il faut fermer un peu les... Voilà. Rien ne peut arriver. Moi, j'ai envie de demander, Traoré, pour reprendre carrément dans cette lancée-là, est-ce que le partenariat aujourd'hui avec la Russie, avec la Turquie, avec la Chine, avec l'Iran, pour ne citer que cela, peut être vraiment bénéfique pour nos États? D'accord. Avant de répondre à cette question, je voudrais quand même donner une précision. Parce que j'entends beaucoup à travers la presse, la télé, et même des analyses, que le Mali a renvoyé les principaux partenaires. Je ne suis pas du tout d'accord. Vous savez, c'est la France seulement. Ce n'est pas la communauté internationale, ce n'est pas la France. Dites-moi le nom de quel pays, à part la France, l'Union européenne et les États-Unis. Même là, l'Union européenne est en train, il y a des projets de l'Union européenne qui sont financés toujours. Les gens font beaucoup d'histoires autour de cette question, parce que c'est la France qui a coupé l'aide budgétaire, et puis nous avons quand même en rupture avec la France. Et dans le cadre des sanctions qui ont été votées par la CEDEAO, notre propre institution, l'Union africaine a pris ça en compte. Et l'Union européenne également a suivi. Et les États-Unis, dans le cadre effectivement de leur politique, ils disent que lorsqu'il y a un coup d'État, ils suspendent effectivement la Gora et ainsi de suite. Donc pour ce pays-là. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a le projet ISR2 fonctionne. Il y a certains volets concernant la santé, concernant l'enseignement et autres là qui continuent. Donc je m'inscris en faux. Je l'ai dit sur ce plateau que c'est pas vrai ce que les gens racontent. C'est vrai que l'aide budgétaire française est suspendue. Et c'est le Mali aussi qui a décidé que certaines ONG qui financent effectivement des activités au Mali, ici, à l'intérieur du Mali, dont nous ne savons pas, et que nous savons qu'effectivement sur d'autres fins, le Mali a décidé de mettre fin à cela. Et ce qu'on dit qu'on a nié des partenariats avec d'autres, c'est pas vrai. Le Mali a toujours été, peut-être que ça a été ravivé. Sinon, avec la Russie, comme il a dit, les centres de formation professionnelle, les industries ici, il y avait ce qu'on appelle le Karana et l'autre là, des centres de santé. C'est la Russie qui a fait ça au Mali. Ça, c'était dans les années 60. D'accord. Non, je ne vais pas finir parce que ce que les gens disent, c'est pas vrai. Et nous avons toujours eu des relations avec l'Iran. Nous avons toujours eu des relations avec la Turquie. On a pu quand même remarquer une certaine intensification. Donc, on a le citoyen, comme il a dit, a le droit de se demander. Non, le vide, quand vous laissez, le vide est condensé que qui parle à la chasse prend sa place. Il n'y a jamais ça dit qu'ils ont laissé la place et d'autres viennent. Sinon, la Chine ne veut pas dire que nous ne sommes pas en relation avec la Chine. Les investissements en Chine sont importants ici. Mais simplement parce que les gens ne voient qu'ils disent que maintenant, et nous sommes en train de nouer des partenariats avec nous. Et les autres profitent du fait que la France n'est plus là. Je vais reformuler ma question. Oui. Est-ce que l'intensification récente de ces partenariats-là va vraiment être équilibrée? Voilà. Évidemment. Vous avez sans doute entendu, lorsque les ministres sont revenus de la Russie, on part pour la première fois en Afrique, dans notre sous-région, de l'énergie nucléaire. Et que ces trois pays vont mettre ensemble domestiques pour résoudre le problème effectivement d'électricité. Et on parle également de construction même des tramways, de reprendre les voies ferrées. Ça, c'est des projets et des sociétés qui sont venues ici pour faire des études. Et ça continue. Ça veut dire que ça, c'est des investissements. On ne peut pas changer un pays d'un moment à un autre, des jours au lendemain. Donc là, c'est déjà des investissements énormes qui se projettent à l'avenir. Il y a ce qu'on a, ça c'est la Russie et la Chine. Vous avez sans doute entendu le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, Moussa Alassane Diallo, a parlé effectivement du collègue de Soukala qui sont avec les Chinois, mais ils ont fait appel à des Brésiliens pour venir faire effectivement le check-up effectivement de l'usine et la rémunération effectivement de la canne à sucre.
Parce que les Brésiliens sont les premiers. Donc c'est pour vous dire que ça c'est un vide qui sera comblé parce que l'avenir du monde, je pense sincèrement que c'est ici en Afrique. Parce que c'est pas pour rien que tout le monde veut venir en Afrique. Ces gens-là ont beaucoup plus d'expérience que nous. Mais pourquoi tout le monde veut venir en Afrique? Parce que la population de l'Afrique sont 10% jeunes. Pourtant, ça c'est une potentialité. Les ressources minières qui existent et tout. Donc, il y va de soi que je ne suis pas d'accord quand on dit qu'on a renoué, qu'on me donne le nom d'un pays qui ne fait pas en relation avec le Mali il y a plus de 20 ans, avec lequel il n'est pas. Merci beaucoup pour cet éclaircissement et nos téléspectateurs vont beaucoup apprécier. Par contre, je vais vous demander vos recommandations en guise de conclusion pour vraiment boucler cette réflexion du jour. Dr Kouima. Oui, merci beaucoup. En fait, bon, en essayant de voir un peu la situation du Sahel, il est vraiment important d'essayer de renforcer plus certaines coopérations au sein des États, non seulement du Sahel, parce que au sein du Sahel, c'est vrai qu'aujourd'hui on voit que les trois États sont en train de mutualiser leurs forces pour la sécurité. Et cela est très important, il faudrait le faire, parce qu'on a quand même des défis en commun et ces enjeux-là aussi en commun. Et donc, en renforçant un peu nos institutions dans ces cadres-là, cela pourrait un peu résoudre certaines choses. Et pour ce qui concerne un peu l'aspect économique, il serait quand même important pour moi de dire la diversification est certainement une bonne chose. Moi, je m'inscris un peu dans la lignée de ceux qui pensent qu'en fait il faut toujours diversifier les partenaires. Cela permet un peu d'éviter une certaine dépendance et quand même de promouvoir une indépendance des États à l'égard un peu de certains alliés. Et c'est ce qui est une bonne chose qui pourrait nous aider un peu, nos États du Sahel, un peu à se développer dans ce cadre. Par contre, sur le plan politique, j'aurais voulu que vous puissiez nous... Sur le plan politique, oui, sur le plan politique, moi je pense qu'en fait c'est qu'il y a une chose qu'on doit faire, c'est qu'on doit quand même engager une discussion, un dialogue sérieux avec la CEDEAO. Je pense que en fait c'est que l'institution n'est pas mauvaise en soi en réalité. C'est que je pense que certes on a des divergences avec certains leaders de la CEDEAO aujourd'hui, mais je pense qu'il serait préférable de chercher un peu à résoudre nos différends et à restaurer un peu la coopération sous-régionale qui pourrait être bénéfique un peu avec nos pays, parce que nous sommes quand même des pays continentaux et être en différent avec nos frères n'est pas une bonne chose en soi. Et surtout quand même continuer un peu à favoriser la bonne gouvernance un peu au sein de nos institutions, parce qu'aujourd'hui nos mots en réalité c'est un peu lié à la transparence, et ce qui amène un peu, si on essaie de voir la crise au centre du Mali, il y a beaucoup de victimes qui parlent, ou bien même des extrémistes qui parlent un peu de l'injustice ou bien de la corruption des représentants de l'État. Donc en essayant de favoriser un peu, à promouvoir un peu la bonne gouvernance, on pourrait contribuer beaucoup à lutter contre ces fléaux dans nos États. Ouais. Merci beaucoup, Dr Kouima. Monsieur Traoré, en guise de recommandation. Non, c'est pas facile. Tout ce que moi je pourrais dire, comme nous sommes dans le cadre d'un chapitre bien déterminé, à savoir l'AES, moi je pense que tout ce qu'on peut dire comme recommandation à ce niveau, peut-être que après avoir fait complètement parler de cohésion entre les pouvoirs publics et tout ça, nous allons nous mettre en prière pour éviter effectivement que l'extérieur ne parvienne pas effectivement à nous créer des difficultés, parce que je me dis, si jamais effectivement un opportuniste venait quand même à s'emparer du pouvoir dans un des pays là, ça n'est fini pour l'AES. Donc il faut que nos autorités soient assez vigilants. Et c'est pourquoi j'ai demandé à ce que les populations soient impliquées. C'est pour quand même éviter à un aventurier qui venait à s'emparer du pouvoir, que ce soit la population qui les chasse.
Donc, et là, c'est très important. Parce que nous sommes à une phase importante, effectivement, de notre développement, de notre parcours. Donc, je pense que, sincèrement, l'AES est une opportunité. Et que c'est un cas d'école pour les autres, je dirais, les autres régions de l'Afrique. Parce que, pour la première fois, nous voulons trouver une solution à l'interne, entre nous, sans ingérence extérieure. Et je pense que c'est à ce niveau que je vais quand même, je suis tout à fait, je salue effectivement l'optimisme du docteur par rapport à CEDEAO, mais je vous avoue qu'une institution qui est créée depuis 1976 et qui n'arrive même pas dans le cadre d'une intégration économique, je parle bien d'intégration économique, qui n'arrive même pas à construire une seule route pour mettre les pays ensemble, des voies de ferry, et ainsi de suite, je crois que cette organisation, si on doit faire le bilan, est vouée à l'échec. Il est bon de répartir sur de nouvelles bases. Et je pense que c'est une opportunité, même pour les dirigeants de la CEDEAO. Parce que, dès lors qu'on peut permettre, comme vous l'avez dit, à un chef de l'État, ou bien à certains chefs d'État, d'imposer des sanctions qui ne sont même pas prévues dans les textes de l'institution. Donc, le premier de combat, ce qu'on appelle gouvernance, il faut qu'on respecte nos propres institutions en appliquant les lois. Et effectivement, mais ce qui n'est pas le cas au niveau de la CEDEAO. Si la population, si j'avais les possibilités, moi je pense qu'il faut quand même revoir même la configuration de la CEDEAO. Et je pense que l'AES est une opportunité pour cela. Donc nous allons élargir l'AES aux autres membres de la CEDEAO. C'est sur ces termes que nous arrivons à la fin de notre réflexion du jour. En tout cas, ce qui ressort vraiment de manière évidente, c'est qu'il faudrait davantage impliquer les populations et il faut déjà avoir une très bonne gouvernance au sein de nos États. Téléspectateurs de Mandé TV, nous avons pour thème pour cette réflexion quels sont les enjeux de l'AES, Alliance des États du Sahel. Nos débatteurs pour pousser la réflexion, Monsieur Fanta, Cheikh Fanta Madi, Traoré, il est économiste, analyste financier, consultant, gérant associé du cabinet FIBA. Monsieur Traoré, merci. Merci d'avoir poussé la réflexion. Merci. Second invité, Dr Alpha Aladi Koina, docteur en géopolitique et relations internationales et aussi enseignant dans les universités. Docteur Koina, merci beaucoup. Merci beaucoup, Fadima. Téléspectateurs, on se dit à la prochaine pour une autre réflexion politique. Restez sur les ondes de Mandé TV. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV, Reflet du Mali. Et nous donnons un gros remerciement à la régie qui a assuré ce tournage. On se dit à la prochaine pour une autre réflexion.